Bonjour et bienvenue au Satis. Bienvenue pour une des dernières conférences de ce salon, mais sur un sujet qui est central et qui nous intéresse tous en tant que personnes qui font de l'image. C'est la prise de vue, avec quoi de neuf en prise de vue. Alors l'idée n'est pas de vous... L'idée n'est pas... Vous m'entendez ou pas? Ok, tout le monde m'entend, donc je continue. Merci. L'idée n'est pas de vous faire des annonces de produits pas encore révélés, mais de réfléchir ensemble à l'évolution qu'on a eue ces dernières années et ce vers quoi on continue à aller. Quelles sont les tendances générales dans le monde de la prise de vue. Et pour en discuter avec moi, j'ai Ludovic Dréan, qui est donc de chez Nikon et qui est, on va dire, le lien entre professionnel et innovation. Sébastien Deveau, qui se définit Bonjour. comme un vidéaste qui réalise et qui filme, qui cadre aussi, qui est ambassadeur Canon. Et Fabien Pisano, qui Bonjour. est directeur des ventes chez Sony pour toute l'Europe, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on a 3 profils différents, des représentants de différentes marques. Et on va réfléchir ensemble, donc, qu'est-ce qu'on a vécu ces dernières années? Parce que je dirais que ça fait 2 décennies qu'on a vécu une vraie révolution dans le monde de la vidéo. Et se demander aussi si on continue à évoluer. Toi, Sébastien, qui a été aussi à l'origine, qui a été vraiment précurseur dans le fait de tourner avec différents types de caméras qui étaient les DSLR à l'époque, comment tu définirais cette révolution, je trouve, qu'on a vécue ces 2 dernières décennies? Je ne sais pas comment la définir exactement, mais comme tu le rappelais, c'est vrai que moi j'ai vécu une vraie transition avec l'apparition de ce 5D Mark II qui lui a été une révolution. Mais c'est par la partie optique que moi j'ai été vraiment attiré. C'est que sur la formation que j'ai reçue, ma passion elle a vraiment débuté avec cet amour de l'optique, et le fait d'utiliser une grammaire narrative pour raconter des histoires, mais une grammaire des focales. Et donc du coup, c'est vraiment ça, pour moi, c'est les primes, ça me parle beaucoup plus qu'un zoom optique, parce que j'adore parler en focale et justement pouvoir découper ton film venant aussi du montage par rapport au focal. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2024, je me rends compte pour travailler avec, même si je suis ambassadeur Canon, ça m'arrive de travailler avec des produits autres que la marque Canon. En fait, j'en suis à un constat que la technologie est tellement haute que j'ai du mal à me dire qu'une caméra est mieux qu'une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différence, je pense plus qu'on l'a fait avec un body, on l'a fait par sa créativité ou par son bon choix justement de gamme optique. Et on a des capteurs qui sont tellement puissants dans toutes les marques. C'est incroyable. Alors après, évidemment, moi je connais mieux ceux qui concernent la marque que je représente. Mais c'est sûr que ça fait, depuis la sortie, depuis 3-4 ans, avec la DJI qui était sur ma caméra un peu référence, qui est la C70, le petit format, parce que je continue à aimer les petits formats pour le fait qu'on puisse cadrer et puisse être plus créatif, je trouve. En fait, je vois plus tout ce que je voyais comme problématique dans les basses lumières, par exemple, où avant j'avais des bruits dans les petites zones un peu cracra. Aujourd'hui, tout ça était inexistant. C'est d'une pureté et j'en suis même à me dire que j'utilise de plus en plus les vieilles gammes optiques, tellement aujourd'hui, tout ce qui sort est trop sharp, trop parfait. C'est-à-dire trop dédié à la photo. Je reviendrai sur des choix de cadence aussi qui sont liés au fait que le monde hybride est celui qui m'intéresse le plus encore aujourd'hui. C'est que là, la photo a rattrapé la vidéo a rattrapé la photo. Enfin, les deux mondes se sont... Mais la frontière entre image fixe et image animée, elle se réduit sans cesse. Totalement, pour moi, aujourd'hui, je te dis... Je ne sais pas si on va peut-être laisser parler les autres, mais après, j'aimerais parler Là, j'ai reçu une claque avec la sortie du R1, le dernier boîtier haut de gamme dédié aux photographes qui fait de la vidéo. Mais rien que la partie photo m'autorise, avec des modes rafale de 40 images secondes durant 4 minutes. C'est-à-dire que sans buffer, j'ai 4 minutes à 40 images secondes en RAW haute résolution. Avec tout ce que j'ai vu, l'autodétection de 10 personnes qui va aller faire un point complètement monstrueux. J'ai jamais vu ça aujourd'hui. Je dis que mon prochain challenge,
c'est de tourner une pub avec ça. En fait, c'est même plus. J'ai envie. Je l'ai vécu avec le 1DC il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai vu les photographes tirer des. On était sur le Red Bull Ring, le circuit de Formule 1, avec des voitures à haute vitesse, sur des 800 et des 1200 mm. Le résultat des photos, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Et à l'inverse, moi, j'ai extrait des images fixes de fichiers vidéo qui ont été publiés dans des magazines et personne n'est venu me dire c'est quoi ce fichier vidéo. Donc effectivement, et les anglo-saxons ont trouvé la solution en parlant de caméra et non pas d'appareil photo et d'appareil qui filme. Et effectivement, c'est une des évolutions que je trouve aussi intéressante, c'est la frontière entre les deux. Et du coup, Ludovic est particulièrement bien placé pour en parler, venant de chez Nikon. Qu'est-ce qu'a fait cette évolution ? C'est le couple capteur-processeur ? Pour ce qui est de la qualité de rendu, tu veux dire, ouais. Ouais, la progression vraiment de ces dernières années. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles Sébastien a parlé et qui résonnent en moi par rapport à la caractéristique esthétique des optiques, parce que dans le cinéma, on parle vraiment d'une signature, d'une optique Cook par rapport à une ingénieuse ou autre, et qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Et effectivement, en photo, on ne suit pas forcément les mêmes missions, on va dire, ou les mêmes objectifs. Et du coup, là, il y a beaucoup de choses, je pense, à imaginer pour le futur, pour se resituer un petit peu dans le contexte là, mais c'est super intéressant. Et ce qui fait que les évolutions ont été faites, on est véritablement aujourd'hui par rapport entre guillemets aux anciens comme moi, c'est-à-dire qui ont vraiment vécu une grande partie de l'argentique où l'évolution, en tout cas de la capture, venait véritablement de la chimie et de sa technique. Et la technique de la chimie, on est allé très 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 loin en chimie, et puis jusqu'à une maturité. Aujourd'hui, on est quand même véritablement sur de l'évolution de l'informatique. Ce sont d'abord des ordinateurs, pas pour dire que c'est quelque chose qui est moins bien, mais on a une capacité d'évolution qui est quasiment arithmétique. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'arrivée des ordinateurs quantiques qui ont des puissances de calcul au-delà d'un cerveau humain, au-delà de plein de choses. Donc déjà pour moi, la pertinence de la conférence, c'est que pour moi, quoi de neuf en prise de vue, c'est que en toute sincérité, c'est mon point de vue, ça fait 25 ans que j'étudie de façon ingénierie l'image, on est au début de ce qu'on peut vraiment s'amuser à faire. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'on a l'impression d'être arrivé à des caméras quand déjà, comme tu disais, tous qu'on a toujours rêvé d'une caméra, mais c'est que le début et on va encore progresser. Tu l'illustrais en même temps en disant que avoir un nouvel outil qui est 40 images par seconde en pleine def, moi je te dis, si tu as 250 images par seconde en très très grosse def, tu as un outil sur lequel tu peux presque tout imaginer sur la reproduction du réel. Tu vois ce que je veux dire, sur le mouvement, le figer ou le ralentir. Si tu fais du millième de seconde à 250 images par seconde, tu vas avoir des choses qui peuvent être soit ultra sharp et donc des images avec des mouvements arrêtés, soit après tu vas faire un gros nombre d'images par seconde et là tu vas faire des slow-mo absolument incroyables. Je suis d'accord, mais là on parle quand même d'appareils photo. Tu vois, là c'est même pas une caméra, c'est qu'aujourd'hui on est sur des produits. En fait, oui, mais pour le coup, tu nous demandes qu'est-ce que vous attendez. Est-ce qu'on attend des hautes cadences ? Est-ce qu'on attend plus de définition ? Fabien, vers quelle évolution tu vois, toi, ces dernières années et vers quoi on irait ? Ouais, alors je comprends complètement là, ce qui est dit. Et c'est vrai que on est depuis longtemps, donc ça fait au moins 20 ans, tous les trois, qu'on voit toute cette évolution. Juste un petit rappel. Moi, je me rappelle, j'ai commencé chez Sony. Voilà, je vois des stagiaires quand je fais de la formation à l'époque qui sont dans la salle, donc ça, voilà, qui montre à quel point voilà, quand on est dans ce milieu, on y reste. Et si vous vous rappelez, à l'époque, on s'amusait, on était passionnés avec une caméra numérique qui s'appelait la F900, qui avait fait le Star Wars, la menace fantôme, première caméra à 24 images par seconde. Ça paraît dingue aujourd'hui, mais à 20 ans, c'était ça. Et c'était une caméra qui tapait à peine les 1440 points par ligne. On enregistrait sur 8 bits avec bien, quand on tirait au top, on arrivait avec 5 diaphes de dynamique. Ça pesait à peu près 15 kilos et ça coûtait à peu près 150 000 euros. Ça, c'était il y a 20 ans. Je vous fais pas le dessin d'aujourd'hui, ce qu'on fait avec une caméra qui est dans les 2-3 000 euros en termes de définition, dynamique, colorimétrie, enfin bon, j'en passe parce que voilà. Donc en fait, l'outil, c'est vrai que, ça c'est vrai, dans ces 2 décennies, il y a eu une accélération
de la puissance des machines, la disponibilité pour les opérateurs, pour les créateurs, d'avoir des outils qui leur permettent d'aller sur le grand écran. Avant, pour aller sur le grand écran, c'était vraiment la pellicule, puis vraiment des outils numériques très chers. Et puis maintenant, c'est vraiment très, très, très démocratique. Donc, quelle est la prochaine évolution ? Je pense qu'il y a toujours manière d'aller plus loin. Les opérateurs sont toujours demandeurs d'aller pousser les technologies dans leur dernier retranchement. Donc, ils trouveront toujours une manière d'avoir besoin plus de définition, plus de cadence et autres. Nous, ce qu'on voit chez Sony, c'est une évolution vers les workflows. Ce qu'on appelle les workflows, c'est donc la caméra, elle est plus un petit peu isolée et indépendante, et puis après on voit ce qui se passe. Elle est d'ores et déjà intégrée dans une chaîne de travail. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est la connectivité. Donc comme tu disais très bien, les caméras deviennent des ordinateurs avec un capteur. Donc les caméras s'ouvrent, et notamment à toute la partie transmission IT. On commence à avoir de plus en plus des caméras connectées sur le réseau, que ce soit en Wi-Fi ou avec des outils. Nous, par exemple, les gens qui définissent et qui construisent le design des appareils photo et des caméras chez Sony, déjà, ils ont été rejoints et unifiés dans des équipes de design communes. Et maintenant, ils développent également des appareils. Alors, dernièrement, on a sorti le FP1. C'est un petit boîtier HDMI RJ45 qui peut se connecter comme un moniteur. Mais en même temps, dedans, il fait de la transmission 5G avec d'ores et déjà des workflows connectés sur des plateformes cloud. Bon, on est loin de la partie image et performance de l'image, mais on est dans une évolution d'une caméra qui s'intègre à l'intérieur d'une chaîne de travail. Et puis, on pourra peut-être parler plus tard dans la conférence sur c'est quoi l'impact au niveau de la production live, des streams live, et puis aussi, pourquoi pas, de la partie très grand capteur, ou alors de la partie news. Oui, parce qu'effectivement, le champ est vaste entre la fiction, le live, les productions corporate, etc. Alors, il y a des outils séparés, mais c'est vrai qu'avec les mêmes outils, on va faire des choses avec des contraintes complètement différentes. Et c'est vrai que la notion de workflow et de partage des images, on sait aussi aujourd'hui... alors, Sony, vous faites aussi des téléphones, mais c'est vrai que les téléphones viennent aussi concurrencer nos caméras avec d'autres contraintes de partage dans l'immédiateté. Ouais. Est-ce que... Ouais, en termes de je réfléchis très souvent à un outil vraiment presque comme un menuisier ou comme un constructeur. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, les idées que tu vois, il nous a montré un petit film avant d'arriver. Pour réaliser une image qu'on a en tête, qu'on a envie de faire, il y a des choses aujourd'hui, on se dit ouais, on peut faire parce qu'il y a des drones, donc on peut aller mettre la caméra en l'air. On peut aussi mettre la caméra sous l'eau. On peut mettre la caméra dans les structures là-haut. Mais si on veut la mettre à ces endroits-là, il faut la piloter à distance. Donc le flux, il va être effectivement sur la transmission, il va être aussi sur le contrôle à distance. Et tout ce qu'on va avoir comme outillage, grâce aux connexions, on va dire, réseau distantes, qui peuvent être aussi bien de la 5G que on va dire des ondes un peu plus courtes, nous permettent d'imaginer ça. Aux Jeux Olympiques, on a mis des caméras un peu partout justement dans les trusses, dans les structures suspendues au-dessus du public. Et évidemment, on n'a pas le droit d'y aller en tant qu'opérateur. Donc, en termes de développement, on a développé des applications sur des systèmes iOS, macOS, et qui permettent justement de contrôler exactement ce que tu as devant toi à distance avec de la motorisation. Tout ça, c'est permis évidemment par, encore une fois, des évolutions qu'on a su faire au fur et à mesure, et par la qualité et la vitesse du réseau. La vitesse du réseau, aujourd'hui, elle est dans l'instantanéité. Du coup, pourquoi l'instantanéité ? C'est pas juste de la performance, c'est que si on n'est pas instantané en caméra, on ne peut pas contrôler à distance, parce qu'on rate ce qui se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, on peut continuer à imaginer des choses de plus en plus en remote, vraiment en distant, parce que être distant, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit d'y aller uniquement, comme on était pour les Jeux Olympiques, mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas y aller, parce que soit c'est dangereux, parce que c'est trop près des sujets. Et effectivement, moi j'ai des rêves de caméras très simplement mises en œuvre, où elles sont petites, elles se positionnent où on veut, et donc elles vont créer un nombre d'images nouvelles possibles, infini presque dans les termes imaginés. Par exemple, un dernier exemple, c'est Christophe, un ami qui s'occupait de tout Roland-Garros, il voulait mettre des caméras dans le filet pour avoir les montées au filet. Ces images-là,
on les a pas vraiment encore parce que les caméras sont encore un peu grandes ou gênent un petit peu. Mais imaginez qu'on arrive à faire des choses un petit peu modulaires, c'est évident. Oui, vous le faites déjà avec le basket. Dans les habits. Voilà, mais ça c'est des évolutions sur les points de vue multiples et sur une idée de point of view, d'être très proches les uns des autres, des caméras dans les lunettes. C'est pas que de la science-fiction, c'est vraiment parce que les points de vue sont supplémentaires. Et ça me fait penser avec les solutions d'autocapture qui sont utilisées aussi, donc la caméra qui se déclenche toute seule quand le sujet rentre, les caméras de tracking qui suivent les sujets. Est-ce que, alors c'est un peu de la provoque, mais est-ce que la caméra du futur va se passer d'opérateur ? C'est une bonne question. Je te laisse commencer. Vas-y. Ça dépend de quelle application. En fait, il y en a où c'est très intéressant et quand tu vois parfois sur des plateaux multicam qu'il y a des caméras avec un opérateur qui est juste là pour maintenir un gros plan, c'est-à-dire que dans centré et tout ça, là je pense que celui-là il faut le remplacer par le tracking. Parce que à la fois ça va permettre de redonner du budget là où il y en a de moins en moins, et donc du coup on peut peut-être reprendre un opérateur spécialisé pour donner un point de vue différent, que ça soit une caméra embarquée, une caméra gimbal. Mais en tout cas oui, ça aide un peu le côté old school de certains multicams qu'il faut faire disparaître. Après, 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Moi je suis entièrement d'accord avec Fabien sur le fait qu'en 2 décennies on est passé de caméras à 100 000 euros à 2 000 euros. Et que ça a ouvert la voie le champ des possibles est totalement ouvert aussi, avec un marché et des produits accessibles pour tout le monde. Et tu peux très bien trouver, quel que soit ton âge, le produit qui va répondre à tes attentes artistiques pour délivrer un vrai résultat. Alors, dans certains pays, j'ai la chance de voyager grâce à Canon qui me fait voyager dans différents pays. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de pays qui ont des mentalités où au final on me dit « Ouais, mais moi si je viens avec un appareil photo, en fait le client il me chasse parce qu'il dit que j'ai une caméra de merde. » Parce qu'il y a encore des choses Ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est plus la taille de la caméra qui fait sa crédibilité auprès du client. Ouais. On est passé, mais tu vois, parce qu'au final, on vit quand même on parle de UK, France, Germanie comme les 3 pays où les marchés sont plus puissants, et les autres, tu te dis qu'ils sont encore un peu à la traîne. Mais et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est effectivement la nouvelle résolution où on est dans le network et qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières. Tu peux réaliser de chez toi pour un match de foot qui est en Allemagne. Le NDI, moi quand je fais des petites OP, je prends mes 5 PTZ, je prends un seul assistant, je branche tout à un câble parce qu'on est en PPO+, et donc c'est un seul câble réseau qui va me donner énergie, contrôle et diffusion. Oui, évidemment, ça je m'en sers et je trouve ça génial parce que je vais claquer des doigts, je vais prendre le réseau, je vais récupérer une caméra de quelqu'un qui est en train de me parler aux États-Unis. Enfin, tout ça, c'est devenu d'une telle simplicité que je trouve que déjà, il faut assimiler tout ça aujourd'hui, plus que de voir, tu vois, il y a déjà tellement de choses. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un qui maîtrise le network dans tes prods, t'es un peu battu. Hein. T'es un peu battu. Hein. Ah, je suis d'accord. Et du coup, l'évolution globale, ça a été d'aller vers, on va dire, de la démocratisation, simplification, miniaturisation, peut-être aussi. Il y a tout. Hein. Alors, il reste... Après, je reviendrai sur ta question sur les opérateurs. Oui. Parce qu'elle est intéressante. Mais juste sur ça, oui, en fait, on a gardé quand même toujours un effet de gamme. Il n'y a pas la caméra maintenant qui fait tout. Absolument tout. Non, il y a toujours la caméra adaptée à l'usage. Suivant que tu fais des news, suivant que tu fais de la prod légère, corporate, YouTube, suivant que tu vas faire de la fiction, de la pub ou du long métrage, il y a quand même des équipes et de prise de vue qui sont différentes et qui se mettent dans... Donc il y a quand même toujours des gammes et des caméras différentes, ça reste. Mais c'est vrai que il y a quand même une démocratisation, comme on disait, et aujourd'hui la technologie n'est plus du tout une limite. Hein. C'est vraiment le talent pur voilà, qui va faire... alors qu'avant, il fallait peut-être se battre pour avoir... de la pellicule, la faire développer, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose du passé. Tu avais les 10 ans d'assistanat dans le milieu cinématographique où il fallait que tu passes par là pour accéder ensuite à de la prise de vue. Il y a toujours, mais c'est vrai que ça, maintenant, en tout cas, la technologie n'est plus l'aspect limitant. Quoi. Puis pas dire ça à la nouvelle génération, d'attendre 10 ans avant d'être créatif. Non, justement, ils sont nés. C'est ça qui est bien, c'est que la nouvelle génération, elle est née tout de suite avec des outils à portée de main. Ouais. Ils avaient la chaîne entière, le workflow complet à portée de main, et ça, c'est génial. Oui, ils se sont appropriés et les résultats sont tout à fait. Et donc l'opérateur, juste cette partie-là. Et tu me diras après, parmi toutes ces gammes que tu cites, est-ce que tu vois plus d'évolution dans certaines gammes que dans d'autres, ou est-ce que tout évolue Alors après, je peux même répondre à ça tout de suite, parce que
là, on parle vraiment de logique industrielle. Donc, chez Sony, il y a eu vraiment cette décision, il y a quelques années, de réunir au sein d'une même et unique usine tout ce qui démarre de l'appareil photo, qui bien sûr, comme disait Sébastien, aujourd'hui a des capacités vidéo qui sont devenues, qui ont complètement fusionné le monde de l'image fixe et de l'image animée, même s'il y a quand même toujours des professionnels de l'image fixe et de l'image animée, mais quand même les outils eux-mêmes tendent à se plateformiser. Et donc nous, on a une usine qui fait de l'alpha jusqu'à la Venice. Donc on a une gamme, c'est l'alpha, la gamme FX qui est plutôt pour la partie corporate éducation, la gamme FX9 comme on en a une là, qui filme la conférence pour la partie docu-live. Ouais. Ensuite on a la Burano et ensuite on a la Venice pour le long métrage et la pub. Bon voilà, tout ça, ça vient des mêmes usines. Les capteurs sont pas les mêmes, mais ils viennent des mêmes bains et autres. Donc industriellement, c'est fait, c'est structuré différemment, mais globalement, la science couleur et les ingénieurs sont tous les mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on développe un autofocus haute performance sur un appareil photo pour faire du sport à X images par seconde sur des voitures de Formule 1 ou des animaux, on va retrouver ça dans une caméra de documentaire haut de gamme comme la Burano où il y a une équipe type BBC Natural History qui va aller dans la jungle amazonienne faire du docu très haut de gamme, mais en revanche qui va avoir besoin d'avoir d'autofocus, il n'y a pas la place d'avoir un assistant, etc. Donc on va s'amuser à mélanger des technos qui étaient avant celles des petites caméras et vice-versa des grandes. Maintenant, les petites caméras peuvent avoir une science couleur avec des courbes log qui étaient avant dédiées à celles des caméras cinéma numérique et on les retrouve maintenant dans les petites. Donc il y a vraiment une transition et un transfert de techno de gamme à gamme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je vais vite, c'est sur les opérateurs et la partie automatisation. Donc, c'est le même débat que pour l'intelligence artificielle pour moi. Parce que l'intelligence artificielle va changer, tuer des boulots de créatifs ou autres. C'est la peur, le fantasme. Et je pense qu'il y a une vraie partie de discussion autour de ça. Comment je le vois, moi, c'est que c'est plutôt une évolution, c'est un outil technologique qui arrive, il va falloir s'en saisir, c'est un outil de créatif, ça ne va pas tout seul, voilà, une caméra toute seule ne va pas réaliser, ne va pas faire des choix artistiques et autres, c'est un outil supplémentaire. En revanche, là où il y a une vraie importance, c'est que la communauté créative se saisisse de ça, comprennent les enjeux, comprennent comment piloter et dompter ces intelligences, et ce sera elle qui les pilotera. Donc maintenant, on a de l'intelligence artificielle dans un appareil photo pour les suivis d'autofocus sur de ça, je pense que personne s'en plaindra. Voilà, mais pour autant, et comme tu disais, maintenant on peut faire un multicam en PTZ avec l'auto-tracking, c'est hyper impressionnant. Voilà, on peut le voir là, on a des stands où on montre ça, c'est très très impressionnant de voir à quel point ça c'est devenu très mature. Maintenant, il reste toujours des gens pour positionner, avoir une coordination globale du système, donc c'est vraiment une évolution technologique. Oui, peut-être que toute cette évolution, elle ne va pas remplacer ce qui se faisait actuellement, mais améliorer la qualité des vidéos bas de gamme. Et la productivité, c'est-à-dire on va pouvoir faire plus loin, comme tu disais, à distance. Et pour moins cher. Il ne faut pas oublier que le contenu d'images animées qu'on met en ligne et on-air, là, sur les 10 dernières années, c'est plus 70%. Alors, vous voyez, ça explose. Donc, les besoins en création, en productivité, ils explosent aussi. Voilà. Puis il y a le côté, alors, tu vois, autant sur un plateau broadcast avec des places à attribuer, une lumière fixe et tout ça, oui, là ça fonctionne, on le voit, les PTZ, elles fonctionnent très bien, le suivi, le tracking. Il ne faut pas imaginer la même chose sur une scène de cinéma où on va être organique, au contact avec tu vois, justement, le réalisateur collé à son comédien. Là, l'AI, il va falloir qu'il travaille encore un peu avant qu'il puisse remplacer cet opérateur et ce rendu, justement, qui est très organique. Et pour revenir plus dans la partie technique et spec des caméras, où on parlait capteurs et grands capteurs, est-ce que, alors, on a vu qu'on a de plus en plus de définition, est-ce que la dimension des capteurs eux-mêmes est amenée à évoluer ? Est-ce que vous pensez que c'est un intérêt même ou... Je parlerai en dernier. L'exemple, c'est à la base, quand tu as une production, quelle va être la diffusion ? Est-ce que tu vas regarder ça sur un iPhone ? Est-ce que tu vas regarder ça sur une salle, un écran de 16 par je sais pas combien ? Un exemple concret, en fait, moi je fais un event immersif pour la société Air France. Donc on a tourné des fictions.
Sauf que la volonté, c'est de le présenter parce que c'est la maîtrise des risques. Donc c'est des films où on a accès un peu à la dramaturgie sur le fait qu'on a tourné ça à la manière de fiction, tu vois, comment on gère une procédure de feu dans un avion, comment on gère des grosses turbulences. Donc on a vraiment créé des petits films dans les simulateurs. Mais j'ai tout tourné en 8K pour justement avoir cette définition qui va être projetée sur un énorme écran. Mais à la base, on m'aurait dit c'est pour de l'interne et ça va être diffusé sur leur réseau. J'aurais pas tourné de la même manière. Et donc du coup, aujourd'hui, pour être réactif, tu prends un espèce de petit boîtier qui s'appelle le R5C. T'enregistres tout ça sur un Ninja 8K et t'as quelque chose d'ultra ultra petit, Ultra mobile, oui. ultra mobile et où tu fais la différence par tes angles de prise de vue, par ta rapidité d'installation, par tout ça. Donc oui, aujourd'hui les outils, moi j'ai l'impression qu'ils nous accompagnent beaucoup plus qu'avant, quoi. Mais la résolution du capteur, il faut la définir en fonction de la nécessité que tu vas avoir pour ta diffusion, d'être le mieux, avec le plus de définition, mais toujours en adéquation avec ta diffusion. Fabien, tu voulais... Oui, alors sur la partie définition, ça fait déjà un moment là, avec le 4K et des capteurs même au-delà, que finalement elle est pas utilisée aussi pour une fin en soi, mais elle est utilisée aussi pour plein d'outils de stabilisation et de recadrage. D'ailleurs, c'était déjà le cas avec la pellicule quand on la scannait dans des résolutions supérieures pour stabiliser des plans et pour faire du VFX. Ça reste, donc il faut un peu découpler la partie taille du capteur, résolution acquise avec finalement le besoin, le rendu final. Donc voilà, typiquement pour le VFX, il y a toujours besoin de plus de def pour être de plus en plus précis sur les découpages automatiques et autres, et la stab. Alors chez Sony, ils sont un peu, les ingénieurs sont un peu obnubilés, c'est vrai, par la taille du capteur. Ils adorent de plus en plus grands capteurs. C'est un fondeur, donc ils font des capteurs aussi pour les iPhones. Donc voilà, c'est une des grosses activités de la boîte. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a eu toujours depuis longtemps un appel vers de plus en plus grands capteurs qui permet d'avoir surdémultiplier la résolution, surdémultiplier l'angle de champ, surdémultiplier la dynamique possible et acceptable. Donc bon, quelle est la limite créative autour de ça je ne saurais pas le dire aujourd'hui, mais il y a cette appétence, ouais. Ouais, si je peux rajouter sur le côté là, je suis vraiment sur la géométrie, c'est-à-dire sur la surface du capteur. Je pense que par exemple le 24-36, qui est un des grands formats quand même de scope qu'on peut utiliser en tournage, on arrive forcément à un palier final de nombre de points dessus, et quand même la surface d'un photosite, elle est quand même essentielle, c'est-à-dire que à part évidemment des découvertes encore supplémentaires, mais le capteur d'un smartphone, on sait qu'il y a une grosse partie de calcul qui va améliorer l'image par rapport au signal d'origine. Donc de toute façon, effectivement, en pensée, là si je mets un peu plus une casquette d'ingénieur, à un moment donné, si on veut aller encore plus dans le beau, pour moi c'est le beau, c'est pas la performance et les chiffres, mais dans le beau, c'est-à-dire avoir des grosses surfaces de photosites, on peut imaginer faire des plus grands capteurs. Ça aurait été moi une tendance que j'aurais souhaité. Simplement, bien sûr, ça veut dire que toute l'électronique qui est derrière doit être petite aussi, pour pas avoir des boîtiers qui soient trop gros, parce que là pour le coup ça c'est une limite, quoi, pour moi. Un gros boîtier, c'est vraiment pas une tendance. En revanche, un beau grand capteur, pour moi, nous achète entre guillemets 10-15 ans, bon c'est difficile de plus en plus de se projeter sur les années, mais 10-15 ans d'évolution dans la beauté du résultat, dans la dynamique surtout. Je dirais plus la dynamique que les définitions. Les définitions au-dessus du 8K, je n'y vois aucun intérêt. En revanche, d'autres choses, quoi. Voilà, de la sensibilité et de la dynamique, pour moi, c'est encore des choses qu'on a pu atteindre grâce au 24-36 en numérique, au-delà du format 1 pouce, 2 tiers, 4 tiers et compagnie, quoi. Donc, en se projetant, oui, on pourrait imaginer des plus grands capteurs. En revanche, il faut tout refaire les optiques derrière, quoi. C'est la limite, en fait, elle est physique. C'est que moi, j'ai débuté mon discours avec mon amour que j'ai depuis toujours pour les optiques. Et aujourd'hui, on cherche aussi à faire des grands capteurs pour aller rechercher, resizer dans l'image. Oui. Sauf que ça, quelque part, c'est une aberration artistique. C'est que derrière, justement, si on aime l'optique,
Là, on va aller chercher et on va faire des aplats sur des choses qui ne sont pas du tout définies, décadrées C'est plus pour des usages comme filmer un match de foot, par exemple, avec un très grand capteur à l'intérieur duquel on va cropper pour refaire la réal. Je suis d'accord, mais ensuite, ça peut être détourné de manière, tu vois. Là-dessus, moi, je trouve que ça enlève justement tout l'aspect artistique du choix d'un optique, quoi. Donc moi, c'est les grands capteurs là-dessus. Et les gens qui font du long métrage IMAX sur une taille qui est 4 fois plus grande que du 24-36. Donc quand tu parles avec eux, ils ne te demandent que d'un truc, c'est quand est-ce que ta caméra au format IMAX arrive et là, etc. Donc, bon, après, c'est un marché qui est voilà. Mais c'est pour le très très grand écran, c'est pour le très grand spectacle. Et il y a une tendance aussi là-dessus. Oui. Vas-y, Ludo. Je voulais partir sur autre chose parce que l'optique, pour moi, c'est véritablement là où on n'a pas beaucoup évolué en termes. Vraiment, je ne suis pas dans la critique absolue, mais en termes purement de l'objet optique, on a très peu évolué, et je pense qu'il y a quand même quelques pistes d'évolution. Parce que j'ai vu des trucs qui m'ont vraiment fasciné sur du MIT qui a trouvé des façons de résoudre. Alors là, on part quasiment sur la science de l'optique, qui est véritablement l'angle de champ, la courbure, et le fait que le verre, effectivement, est un bel objet pour transmettre une image, mais le verre apporte toujours des contraintes. Donc on ne fait que corriger des contraintes tout le temps. Non, mais l'aberration est agréable. L'aberration, et je suis d'accord avec toi, ça donne une signature. Donc ça, c'est ultra important. Le entre guillemets pas beau qu'on veut toujours corriger en photo pour avoir une espèce de... Enfin, les photographes de mire, moi, c'est vraiment pas mes copains. Je suis désolé s'il y en a dans la salle. Hein. J'adore, c'est comme ça que je parle en général d'une optique, c'est sa signature. Il y a des optiques qu'on a faites, par exemple, récemment, un Plena là, chez Nikon, qui fait des points images floues absolument parfaits derrière les sujets nets. Donc ça donne quelque chose qui est un dessin optique qui a été fait pour ça, faire des disques absolument parfaits, aucun assombrissement et compagnie. C'est un dessin optique pour un certain rendu esthétique. Il y a des choses qui sont, voilà, on dit, il y a de la chaleur, il y a quelque chose comme ça. Tous ces éléments-là, pour moi, c'est absolument fondamental. Mais ils viennent quand même d'un dessin de doublet avec des corrections, de l'achromatisme, de tout ce qui est... tout ce qui est effectivement, on assemble des choses qui sont épaisses et qui provoquent des problèmes optiques. Et donc on les corrige et on fait voilà, il y a des artistes, on va dire, pour moi, de la création des optiques. Ceci dit, en y pensant un peu comme on en discutait même dans le passé sur les réflexes, quand je disais à des gens, je me rappelle je leur disais, mais les réflexes, c'est un énorme bricolage. C'est quand même un truc qui est un périscope avec un miroir, un prisme, machin, pour avoir une visée là, et machin. Je leur disais, c'est quand même du bricolage. Bon, ça fait 60 ans qu'on fait du bricolage, on avance, et c'est de la provocation, évidemment. Et évidemment que si le capteur voit directement la même chose que voit l'œil, on a beaucoup d'horlogerie en moins et compagnie. Et dans l'optique, là, on a effectivement de la physique pure. La transmission de l'image, elle se fait par le verre. Mais voilà, les chercheurs du MIT, ils ont réussi à graver en fait sur des surfaces ultra fines la même courbure de champ que ce dont a besoin une focale. Et donc une focale fixe, on sait exactement ce qu'elle est à 24 mm par exemple. Elle doit transmettre avec un certain angle le point objet sur un point image. Je ne vais pas faire trop de théorie là-dessus, mais le fait d'être un plan, un truc mince, supprime un maximum de problèmes. Et là, du coup... Et d'encombrement et de poids qui devient quasiment un objet. L'objet objectif devient un objet théorique, quoi. C'est un truc plan. Alors, c'est pas sexy du tout en forme. C'est pas beau, il y a un côté beau aux optiques. Moi, j'adore la mécanique. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a des perspectives d'évolution absolument dingues, de fabrication de l'image de grande qualité, avec un rendu, pourquoi pas, qu'on puisse justement un peu... customiser, c'est-à-dire dire voilà, je veux ce rendu-là et je l'aurai un peu de façon... Un autre élément, je dirais, qui a énormément évolué ces 20 dernières années, c'est l'autonomie, c'est l'alimentation, les batteries. Alors, c'est pas le truc le plus sexy, personne est en amour devant ses batteries comme on peut l'être devant une optique. Mais c'est ça aussi qui permet la miniaturisation, etc. Est-ce qu'on va vers pas des batteries éternelles, mais est-ce que c'est un autre terrain d'évolution ?
Alors juste, il y a pas que les batteries du coup qui ont évolué, certes, mais il y a aussi le fait que les caméras sont optimisées dans leur consommation, quoi. Ouais, carrément. On intègre de plus en plus les chips, il y a besoin de moins de chips puisqu'ils sont plus reprogrammables et ils font plein de choses. Et puis pareil, les capteurs eux-mêmes, voilà, donc c'est vrai que la consommation watts, la puissance aussi des outils a bien évolué également, quoi. Là, c'est la combinaison des deux. Et puis il existe, je crois, j'ai entendu parler de batteries qui sur leur protocole, je crois qu'elle durait genre 5000 ans. Et ça existe déjà là, en fait, dans les labos de recherche. Des évolutions. J'ai pas trop de crainte là-dessus qu'on trouve effectivement. Puis vu l'industrie de l'électrique en général, d'où on sera porté par, voilà, si c'est pas l'industrie de la voiture, ce sera autre chose. Mais je pense qu'on va être porté sur de la batterie quasiment à dégradation ultra lente et enfin dégradation de la charge bien sûr, et qui puisse permettre de pas charger, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer des caméras, parce qu'aujourd'hui on se passe d'obturateur, en gros on fait des mises à jour de firmware. Est-ce qu'on va avoir des caméras qu'on va devoir continuer à changer, ou est-ce que les futures caméras on va les garder en peut-être achetant simplement des mises à jour de firmware? Ça intéresse pas souvent les fabricants, mais bon. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, pour Canon, c'est quelque chose où moi, à chaque fois, j'ai l'impression, limite, parfois, d'avoir une nouvelle cam. C'est que là, j'étais en train de parler avec un japonais où il y a une update sur les PTZ, où au final, la dernière te donne un tracker gratuit, alors qu'avant, ils étaient payants. Et donc, ça fait quand même une grosse différence. Et je lui dis, le problème, c'est que c'est une super évolution, mais il faudrait savoir la communiquer. C'est que derrière, malheureusement, c'est pas annoncé comme quelque chose d'important. Sauf que pour moi, ça fait la différence. Aujourd'hui, je travaille, le marché français, il est plus équipé en caméra Panasonic ou en grand capteur avec la FR7 de chez Sony. Bah, du coup, soit parce qu'ils n'ont pas acheté la licence parce qu'elle était payante, soit je pâtis du fait que derrière, j'aurais bien aimé traquer certaines caméras que je dois encore une fois juste relever ou tilter haut, tilter bas pour remettre la personne qui vient de se baisser sur son gros plan. Celle-là, si je pouvais lui donner un tracking comme ça, je le ferais immédiatement. Donc oui, les firmware, moi je pense que c'est des choses qui sont, tu vois, une caméra, une petite caméra comme la C70, quand le RAW arrive en enregistrement interne, t'as quand même, elle devient une autre caméra. T'as l'impression, en tout cas j'aime bien cette politique, de ne pas devoir changer mon modèle de caméra. C'est déjà le cas quand même, hein. Si tu regardes dans les faits aujourd'hui, toutes les caméras elles ont des évolutions de firmware assez régulières. Je prends l'exemple, c'est facile, chez Sony, c'est la FX3, entre le moment où elle est sortie et maintenant, je ne sais plus combien, je crois qu'il y en a eu 7 ou c'est la 8e là qui vient d'arriver, voilà, avec directement du RAW, 16 bits linéaires, l'ajout des timecodes, voilà, à part la partie hardware, il y a énormément de trucs qui, dès le départ, sont programmés pour... alors, faut aller vite sur le marché, ça c'est une logique industrielle, mais après, il y a plein d'éléments que tu peux débrider de long. Donc déjà, les caméras, je trouve qu'elles ont une vie un peu plus étendue de par cette évolution-là. Maintenant, oui, tu as raison, sur la partie puissance pure, on va arriver sur une sorte de plateau. C'est pour ça que la partie d'après, c'est le remote, la connectivité, les caméras en réseau, le wireless, l'intelligence et l'automatisme. Voilà, ça c'est l'évolution. Les deux, tu voulais rajouter? Ouais, je suis entièrement d'accord, mais on a changé depuis pas très longtemps d'architecture aussi, encore une fois, informatique des appareils. C'est que avant on avait des EPROM, donc des mémoires mortes, en gros, qu'on programmait. Et on programmait avec un set de fonctions qui était un peu fixe, parce que c'est ce qu'on était capable de faire dans cette taille. Encore une fois, il y a toujours une question de contrainte. Je parlais de l'optique tout à l'heure, mais c'était pareil pour les cartes embarquées. On fait quand même du calcul ultra rapide dans les appareils par rapport à plein d'autres périphériques. On fait du calcul en temps réel, comme avec le son. On est obligé de... Donc c'est des calculs en signal, en calcul de signal en DSP. Ça va très très vite. Et du coup, là, comme on a changé d'architecture et qu'on a en gros un système d'exploitation, un peu comme un iOS ou autre, mais un système d'exploitation dans les boîtiers, ce qui fait qu'on peut vraiment refaire du code et refaire des choses complètement quasiment à zéro. On peut changer éventuellement même la couleur ou d'autres éléments, repiloter le hardware, repiloter la mécanique, l'électronique ou la mécanique qui est dans le boîtier, parce qu'on a réussi dans cette taille de carte mère, hein. Je parle beaucoup d'informatique, mais c'est vraiment ce qui permet
justement à l'utilisateur de récupérer toutes ces fonctionnalités en disant ouais, ma nouvelle caméra, c'est la V3, c'est la V5, c'est la V7 de mon hardware. Et ça, effectivement, si le fabricant, comme nous on fait chez Nikon, si le fabricant spécifie à des couples de processeurs et de cartes qui permettent une évolution par rapport à ce qu'on livre en V1. La V1, elle est livrée parce qu'on a un temps, comme chez Canon et Sony, on a un temps industriel. On doit couper la ligne à un moment, dire on arrête d'aller chercher les meilleurs specs, le prix de chaque composant, on coupe. On s'arrête là et on sait qu'on va pouvoir livrer dans le temps imparti de telle date de lancement un set de fonctions, mais que derrière, les capacités de calcul vont nous permettre d'aller chercher des éléments d'évolution. Et c'est vraiment du fait de la structure informatique du matériel que ça s'est permis. Et c'est ça qui donne toute cette imagination, parce que tu as des retours d'utilisateurs qui disent « mais moi, ça, j'ai pas, mais ce serait cool de l'avoir en plus. » Oui, on n'a pas pu le faire maintenant, mais on va le faire après. Et c'est ça qui est quand même assez fascinant et agréable, parce que clairement, on s'oppose là à l'obsolescence programmée en plus, qui est vraiment un terme maintenant où vraiment les industriels, c'est les méchants, quoi, qui veulent juste que les trucs ils pètent et qu'ils soient changés tout de suite. C'est absolument pas notre volonté, parce qu'on sait très bien que notre cote, notre image de marque, elle descend si c'est le cas. On cherche maintenant à faire des solutions, évidemment, pas pour s'opposer à ce mode-là, mais c'est pour se dire simplement, avec un ordinateur embarqué bien puissant, on peut vraiment faire évoluer ce hardware. Donc tu as raison, en fait, dans le côté on change pas. On changera, mais de façon plus durable. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est oui, enfin, beaucoup de choses intéressantes, mais notamment tu as dit quand un utilisateur nous dit voilà, c'est ça qui m'intéresse, et j'aimerais qu'on prenne un peu le temps aussi et l'opportunité d'avoir pas mal d'utilisateurs autour de nous pour que vous nous disiez qu'est-ce qui pour vous a marqué en fait cette évolution, qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans l'évolution des caméras et vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'une caméra? Est-ce que c'est une plus grande définition, une plus grande cadence, une plus grande autonomie, des zooms à 50 000 qui tiennent dans la main? Et bon courage. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir sur le sujet? Eh bien. L'idée de base. Oui. On avait fait ça dans une salle beaucoup plus petite il y a 2 ans, donc c'était beaucoup plus facile en fait d'échanger sur le sujet. En tout cas, moi, c'est la partie la plus intéressante de mon métier et que, comme tu sais, je fais régulièrement. Je vais au Japon avec quelques-uns des gens sur qui je compte pour avoir une vision en projection, une vision à moyen, long terme. Et c'est vrai que ça, c'est assez fascinant, parce que quand on est entouré d'une trentaine d'ingénieurs qui nous écoutent et qui réfléchissent et qui discutent avec nous sur j'aimerais voir ça, j'aimerais voir ceci. Je donne un exemple, parce qu'il y en a tellement. Il y a des utilisateurs qui disent moi, je voudrais une sorte de lunettes VR pour cadrer, pour avoir une super grande vision de voir ce que je cadre en visée, et puis en plus en cachant un petit peu l'environnement lumineux. Et puis, je veux voir en même temps mon live et ce que j'ai fait avant. Et comme ça, si j'ai un moment où, là je parle plutôt de news, si j'ai un moment où je regarde quand même ce qui se passe autour de moi, mais je peux aller changer des trucs, et là c'est complètement accessible, les éléments existent dans l'industrie. Mais voilà, c'est un exemple de retour que j'ai et que je trouve ultra intéressant dans la pratique. Pas encore une fois pour s'amuser à faire des trucs nouveaux pour des trucs nouveaux, quoi. Et toi, Sébastien, donc, qui tourne depuis longtemps, de quoi tu rêves aujourd'hui? En fait, je rêve pas de grand-chose, parce que, comme je te l'ai dit depuis le début, moi, je suis très satisfait. Et en fait, je voudrais revenir encore sur quelque chose. Moi, je me méfie des gens qui sont toujours dans la demande de plus. Parce que le plus, en fait, j'ai challengé les gens sur les conférences. Tu sais, je dis, OK, pourquoi plus? Là, parce que pourquoi celle-là, elle fait pas 4K et tout? Combien t'as de clients qui t'ont demandé du 4K? 0. OK. Donc, pourquoi tu veux faire du 4K? Parce que pour mon client, ça fait mieux. J'ai dit... En fait, ça, c'est les gens que je veux. Tous ces utilisateurs-là, je les fuis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, et la nouvelle génération l'a bien prouvé. C'est qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des sociétés de production qui ont peut-être plus rien à prouver, parce qu'elles existent depuis bien longtemps, mais qui ont des monteurs en interne qu'on appelle des permittents. Quand tu vois la qualité très, 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 très pourrie, en fait, de ce qu'aujourd'hui il se limite à, en fait, c'est une satisfaction très 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 limitée.
sur des choses qui sont très old school, très old fashion, et tu regardes les reels Instagram où tu as de la puissance créative de jeunes nouvelles générations qui t'ont rien demandé, à part le fait d'avoir leur boîtier, leur seule optique et leur petit gimbal. Bah en fait, là, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la prise de vue ? Il y a ça de nouveau. Il y a des signatures, il y a des styles qui se sont imposés, et tout ça qui nous challenge aujourd'hui. Moi, je regarde beaucoup plus ces gens-là que tous les gens qui vivent sur leurs acquis, en disant non, mais là, si on change, il faut que... En fait, tout ça, aujourd'hui, il faut que ça disparaisse, parce que tous les outils sont accessibles, ils sont abordables. Et aujourd'hui, si tu veux faire la différence, tu l'as fait sur l'artistique, tu l'as fait plus sur la technique. La technique, on a tout ce qu'il faut. Tu veux faire du ralenti, il y a des fantômes. Tu veux faire... Il y a tous les produits sont là. Je te dirais même un iPhone, aujourd'hui, bon, il y a des algorithmes, mais ça, encore une fois, ça dépend pourquoi tu l'utilises. Oui, ça dépend où c'est regardé derrière. Mais si c'est pour avoir quelqu'un qui est à New York et que je le reçois en NDI, et c'est beaucoup plus simple pour la personne qui n'est pas un opérateur de me faire ça, bah évidemment qu'il va prendre son iPhone. Il sonne au moment. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je trouve, c'est quoi de neuf en prise de vue, des nouvelles signatures, de plus en plus d'assistance pour l'opérateur qui lui simplifie son travail au quotidien, qui le rassure, parce que tout d'un coup, comme tu dis, l'autofocus, bah, maintenant, il est ultra parfait. T'as des gammes de couleurs avec des logs, t'enregistres en RAW, tu sais que tu peux te planter un peu sur certains réglages, tout ça, ça va être réglable en post-production. Même s'il ne faut jamais dire on verra ça en post-production, hein. C'est toujours sur le set que c'est le mieux. Mais moi je suis vraiment conquis par ce qui se passe. C'est une super époque. Hein. Ouais, puis en complément, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi de neuf en prise de vue ? Bah, en fait, plus de gens qui font de la prise de vue. Hein, c'est-à-dire ce monde réservé, il fut un temps vraiment aux professionnels purs de l'image, surtout si on se remonte encore après au temps de l'argentique où il n'y avait que le chef-op qui savait vraiment ce qui allait se passer. Là, pour le coup, c'était encore plus réservé. Bon, aujourd'hui, on voit des sociétés qui sont pas des sociétés dont le métier, c'est de faire de l'image. En revanche, ils ont un outil de production et de captation intégré pour leur flux Insta ou que sais-je, qui est du niveau de ce que faisait une agence de com il y a quelques années. Donc voilà, la prise de vue, elle se démocratise comme outil de communication. La vidéo se démocratise à très grande échelle. Et voilà, donc maintenant, il y a la grammaire, l'éducation autour de ça. Voilà, il y a toujours les professionnels. Parler avec l'image, c'est quand même un métier à part. Donc, moi, je pense que l'évolution, elle vient de ce côté-là aussi. Eh ben, je crois que ce sera un excellent mot de la fin, de dire que l'évolution, justement, c'est la démocratisation, la simplification, la miniaturisation, et aussi la fiabilité, hein, parce que... L'intelligence artificielle, moi j'en avais pas trop peur, mais j'ai reçu, il y a 2-3 semaines, j'ai reçu une grosse claque en fait. En utilisant la dernière version de Photoshop qui intègre... Ouais, avec Firefly, où au final je le regardais, je trouvais ça les rendus un peu 3D. Moi j'adore la diffraction, j'adore les aberrations optiques, tout ce qui est flair, tout ce qui est le travail justement du backlight. Et tout d'un coup, j'étais en appel d'offres et je me suis dit, tiens, pour illustrer mes propos dans ma note d'intention, je vais créer quelque chose avec de l'AI pour voir si j'arrive à avoir des rendus qui sont proches de ce que j'ai dans la tête. Parce que j'arrivais pas à le trouver. Bah, là, je peux vous dire qu'en l'espace de 15 minutes, les rendus, je me suis pris de très très grosses claques, à tel point que je me suis dit merde. Parce que même à prise de vue, c'est dur à sortir, ça. Parce que j'avais un tel piqué sur les peaux et de tellement beau backlight en arrière-plan. Je me suis dit, mais comment ça peut sortir ça ? Après, on m'a un peu appris à prompter. Mais la finalité, c'est que le producteur m'appelle en me disant, Sébastien, comment tu as réussi à trouver des illustrations aussi proches ? Comme ça, tu les as trouvées où ? En fait, il n'a même pas vu que c'était de l'AI. Pour lui, c'était des photos que j'avais trouvées. Et du coup, tu penses qu'on va vers une évolution de même la nature de l'image ? Qui sera un peu plus image animée. J'aimais les résultats. Je peux pas te dire autre chose que. Vous aimez les aimer, c'est ça ? J'ai pas aimé les aimer, voilà, c'est ça. C'est quand je me suis dit en 10 minutes d'avoir des résultats aussi probants. Ça nécessiterait du coup une autre conférence que sur... J'en ai fait une hier, sur l'IA en post-prod. Mais voilà, nous, la demande par rapport à ça qu'on a principalement, c'est que ça rejoint aussi le thème de ta conférence aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on était très sur la création, moins sur le news, qui fait aussi partie de la captation vidéo. Et pour le coup, les acteurs de la chaîne de news, que ce soit les agences
internationales comme Reuters, AFP, Société de Presse, ou alors directement les chaînes qui ont des rédactions news, TF1, etc. Eux, ils veulent des systèmes d'authentification et de certification de la nature originelle des images captées. Ouais. Et ça, il y a des normes internationales qui sont en train de se créer, et donc on y travaille. Donc ça, c'est une vraie partie de l'évolution également de la prise de vue. C'est qu'est-ce qui est du vrai par rapport à qu'est-ce qui est du généré. On en parlait hier avec Adobe de faire un marquage, effectivement. Ça m'arrive, il y a des normes internationales qui vont arriver, et tout ça est en train de se mettre en place. Vous n'avez pas entendu l'histoire du prix Pulitzer où le photographe a gagné avec une photo AI, où il l'a dit après? Si. Et que personne ne l'a vu quand même. Hein. Ouais. Jusqu'au moment où il a quand même gagné le prix avec. C'est une provocation, ouais. Bah, en fait, il voulait juste montrer qu'on en était là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est... Donc, les caméras du futur, ce ne sera pas sans opérateur, mais sans caméra. C'est ça? Disons que c'est vraiment l'histoire pour rebondir sur ce que tu disais, Fabien, c'est l'histoire du réel par rapport à la génération. C'est-à-dire que le généré s'inspire quand même de ce qui existe déjà. Donc si on crée vraiment des choses nouvelles, voilà, on peut vraiment tout imaginer avec l'IA, mais le réel physique à un endroit donné, il va falloir effectivement pouvoir avoir des outils d'arbitrage et de certification qui font que on est un cadrage une narration comme oui, puis un cadrage légal autour de l'IA. Il y a déjà là cet été, alors désolé, on s'est voilé un peu là de la conférence, mais cet été il y a eu le European AI Act. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir donc sur Internet. Il y a eu vraiment là, pour le coup, une vraie initiative au niveau communauté européenne d'essayer d'encadrer au mieux, avec différentes échelles, qu'est-ce qui est de l'IA un peu facile au jour le jour, corrige-moi ma présentation pour machin, jusqu'à des éléments d'autogénération, etc. Donc avec une échelle, un scaling de l'impact que ça peut avoir et un cadrage juridique autour de ça qui impose aux sociétés, qu'elles soient de design et de technologie, ou les sociétés qui utilisent dans la création de leur contenu de l'IA, d'avoir un matching des régulations. Donc je pense que de plus en plus, c'est un univers qui va être normé, cadré, mais pour le meilleur. Un peu comme faire des bébés. Et on génère de façon cadrée. Il faut arrêter de dire que ça arrive. Pour moi, c'est là. Et regarde, l'event dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a produit des petits films. Le présentateur sera un avatar. Et un avatar de ceux que vous avez déjà vus, les présentateurs donc très réalistes. On a choisi la voix, le costume, la couleur du costume. Mais on parle d'un événement de sport, et le sport, c'est des humains qui font des choses extra-humaines. Et ça restera... c'est avec des vrais êtres humains pour être intéressant. Ouais. Mais peut-être que la conférence, ça sera nos 4 avatars qui... Voilà. Et que nous, on sera à Dubaï. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. C'est un sujet sur lequel j'aurais envie de parler pendant des heures, mais on va devoir laisser la place. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés pour une question? Je crois qu'il y a 2 ans, j'avais fait une conférence sur la caméra du futur. Oui. On avait pas mal parlé de la pellicule, plus que numérique, et c'était un changement. On passait vraiment du papier pellicule avec l'argent de ça au numérique. Et demain, parce que on avait parlé du fait que dans les caméras, il y a des métaux rares et que dans 10 ans. Oui, alors je me rappelle exactement, quelqu'un disait qu'il n'y avait plus de cuivre et qu'en fait, il fallait du coup trouver des nouveaux conducteurs pour les caméras du futur. J'en ai parlé à pas mal de gens dans différentes industries, satellites, même militaires, où toutes les munitions sont faites en cuivre. Et ils m'ont dit c'est pas un sujet. Mais je sais que Ludovic, tu disais qu'il y avait des recherches sur le mycélium pour faire des nouveaux conducteurs, si je me rappelle bien. J'en ai pas le souvenir, mais de toute façon, oui, on va forcément trouver soit des bio-industries pour la suite, pour faire des choses qui soient, des captures organiques. Il n'y a pas que le silicium qui va être capable de recueillir la lumière. Dans la nature, il y a aussi énormément de choses. Donc, il y a de la recherche fondamentale là-dessus aussi, ouais. Et là où on va peut-être pas vers une fin des caméras, c'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure, du fait que le hardware lui-même a une durée de vie qui sera plus longue. Et du coup, en gros, on achètera son boîtier qui vieillira moins, puisqu'il y a moins de mécanique, et on fera des mises à jour de firmware pour continuer à évoluer. Alors, il y a une question sur est-ce qu'il y a des recherches sur les sensibilités caméra?
Moi, je sais en tout cas, il y a un département qui est dédié chez Canon et c'est plus dédié aux demandes militaires pour les visions nocturnes où au final, ils ont réussi à trouver avec la M20, je crois, quelque chose qui donc a une vision de nuit complète, de noir intégral, mais où ils ont réussi à ramener la couleur. Donc oui, il y a des recherches mais elles sont plus demandées et requises par des groupes spéciaux comme le corps militaire. Peut-être que c'est ça le futur, c'est d'avoir des caméras qui voient ce que nous, on ne voit pas. C'est déjà le cas, ouais. Si tu enlèves les filtres, notre vision à nous est limitée entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Les capteurs peuvent aller voir au-delà. Et donc, nous, ce qu'on a du côté chez Sony sur la recherche fondamentale, c'est des combinaisons de capteurs et qui permet de chacun d'avoir des spécificités particulières, notamment sur aujourd'hui la grande tendance, c'est sur la voiture autonome, d'avoir vraiment une puissance et une rapidité de capture, même dans les très basses lumières pour la conduite de nuit et autres. Et là, il y a 4-5 capteurs empilés qui chacun ont des choses différentes par rapport à la vision nocturne. C'est un élément absolument majeur de toute façon de la capture. Le fait de capturer dans un environnement où on ne voit pas nous à l'œil, c'est une nécessité bien plus que la résolution pour moi en tout cas. Il y a madame qui veut. Oui. La question concerne les formats de compression. Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus homogène ? Là, il y a eu un truc, il y a des trucs fous avec le HEIC, HEIF sur l'image fixe déjà, où on divise par 20 les poids d'image alors qu'on n'a jamais réussi à le faire avant. En image pure, vraiment sur la. Après, il y a toujours le codage temporel où on essaie de faire de mieux en mieux d'image image après image en image animée. Mais oui, il y a des recherches. Après, l'homogénéité entre les formats, alors là, ça c'est. Ça, c'est plus lié aux normes. Ouais, après, c'est lié aux normes. Maintenant, on est sur le MPEG-5, donc HEVC, qui est une norme qui est principalement utilisée pour la transmission aujourd'hui. En général, on voit les normes de compression évoluer MPEG-2, MPEG-4, JPEG 2000, MPEG-5 pour la partie transmission, d'accord, pour que ce soit la contribution pour la prod ou alors directement la transmission sur les streams à la Netflix ou autre. Et ensuite, ça arrive, parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul d'encodage. Et ensuite, ça commence à arriver dans la partie prod, typiquement à la fin dans les caméras. Donc là, on commence à avoir des caméras. Et il y a des standards internationaux qui sont faits là-dessus. Donc HEVC, c'est un standard. Et on commence à arriver des formats là-dessus sur les constructeurs. Donc oui, en général, il n'y a pas le format pile-poil unique partout pareil, à moins qu'on prenne une licence ProRes chez Apple ou DNX chez Avid. Mais le NDI pour le network, il arrive à faire sa petite place. Voilà, parce qu'il est normé pour le coup. Ouais, et ils ont annoncé là qu'il passait de H264 à H265. Donc meilleur encore, on en voit plus vite avec une meilleure résolution. Oui, donc ça avance. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle aide à la compression ? Ça t'aide à upscaler pour l'instant. Ça vous aide à upscaler, c'est-à-dire que si vous avez des images HD, il y a beaucoup de logiciels aux États-Unis, de sociétés qui, après, sont plus ou moins... c'est beaucoup de marketing, mais en tout cas, ça vous permet d'upscaler vos fichiers de vidéo HD en 4K, par exemple. Voilà, des algorithmes plus ou moins bons. Et on me fait signe qu'il est temps qu'on termine le sujet. Donc on va clore là-dessus. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Et puis, bonne fin de salon.